Bonsoir, merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Abidjan accueille les acteurs et spécialistes en immobilier pour des assises. Ils vont plancher pendant 48 heures sur l'impact économique du logement en Afrique francophone. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a ouvert les travaux ce jeudi. Les participants relèveront les enjeux et opportunités liés au logement abordable. Les acteurs de la filière cajou passent aussi en revue leur secteur. Après 10 années d'exercice, les comités régionaux et départementaux et de veille se retirent à Yamoussoukro pour faire le point, se projeter, faire l'évaluation de la commercialisation. L'objectif commun partagé, améliorer le dispositif de suivi. Dans ce 20h, on jettera une lucarne sur un type de dépression. Il y a de la joie à donner naissance à un bébé, mais pour certaines femmes, la maternité est bien différente. Derrière le sourire de jeunes mamans se cachent parfois des souffrances intenses qui ont un nom, la dépression postpartum. On évoquera cette maladie peu connue. Le président congolais Félix Tshisekedi réagit sur la situation sécuritaire à Goma, dans l'est de la RDC. Il promet une riposte vigoureuse contre le M23. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est arrivé aujourd'hui à Kigali après une première étape en RDC pour rencontrer le président Paul Kagame. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les acteurs et spécialistes en immobilier du monde francophone ont choisi Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour leurs assises. Ils vont plancher pendant 2 jours sur l'impact économique du logement en Afrique francophone. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a ouvert les portes aujourd'hui même. Au menu, les enjeux et opportunités liés au logement abordable. Abdoulaye Koné, Zakaria Traoré, le reportage. Le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique et son partenaire de l'Union africaine pour le financement du logement sont à Abidjan. Pendant 2 jours, les assises vont ouvrir le débat sur le rôle crucial du logement abordable dans l'économie africaine et les mécanismes visant à optimiser son impact et son efficacité. Le souci premier du CAF autour de la conférence que nous organisons pour ces 2 jours est d'aboutir à des conclusions de qualité qui pourront contribuer à restaurer le financement du logement dans la juste priorité qu'elle mérite dans la formulation des politiques publiques de financement du développement. Notre objectif est de renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux, d'encourager les partenaires transversaux et de plaider pour des politiques publiques ambitieuses et adaptées aux spécificités de chaque pays. Sur la question, les experts de l'UEMOA appellent à la définition d'une armature urbaine régionale. Les initiatives butent sur les lacunes de la planification territoriale induite par l'insuffisance des données fiables sur le foncier. C'est dans ce contexte que la commission de l'UEMOA, avec l'appui du groupe de la Banque mondiale, a soutenu la mise en place du Centre d'excellence de l'habitat à vocation régionale dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'assistance du don IDA pour l'accès au financement du logement abordable dans l'espace UEMOA. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a souligné les réformes apportées dans le secteur afin de relever les défis. Les investisseurs dont la présence est essentielle doivent être rassurés avant de s'engager et ensuite doivent être sereins dans l'exécution de leurs projets. À cet effet, nous avons développé des outils modernes, dont le système intégré de gestion du foncier urbain, SIGFU, qui simplifie les procédures administratives et renforce la sécurité juridique des titres fonciers délivrés. Ce système garantit la sécurité des transactions foncières jusqu'à la signature électronique des titres de propriété, ce qui réduit considérablement les temps de traitement, tout en renforçant la sécurité des actes à travers la traçabilité permise par ce système. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Le chef du gouvernement dit attendre beaucoup de cette rencontre régionale. Le logement constitue un accélérateur du bien-être de l'individu. Le logement contribue à nous approprier ce que nous appelons le développement durable. C'est pourquoi
Certains calculs ont montré que quand on dépense 1 franc dans le bâtiment, notamment dans le logement, cela multiplie par 4 la gestation de toute l'économie. Est-ce que le logement est budgétivore? Autrement dit, doit-on avoir peur de parler du logement dans nos économies? C'est ça la première question. La deuxième question qui se cache, c'est de savoir si en réalité et finalement, le logement n'est pas une opportunité. Voilà les 2 vraies questions qui nous réunissent ce matin. Cet événement international rassemble à Abidjan plus de 200 décideurs politiques, experts, financiers et acteurs du logement. Tous apporteront leurs idées pour stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie des populations d'Afrique. Voilà, et avant cet événement, le Premier ministre Robert Buré-Mambé était en Tanzanie où il a pris part au nom du président de la République, Alassane Ouattara, au sommet consacré à l'énergie. En marge de la rencontre, il a échangé avec les Ivoiriens vivant en Tanzanie, des Ivoiriens qui sont bien intégrés dans ce pays. Le chef du gouvernement ivoirien a recueilli leurs préoccupations, leurs attentes et il les a invités à contribuer au rayonnement de leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire, sans oublier bien sûr le pays d'accueil, la Tanzanie. En prenant le développement, la cohésion dans notre pays, la Côte d'Ivoire, plusieurs chefs traditionnels du district autonome d'Abidjan vont jouer leur partition. Ils l'ont promis. Et bien, pour faciliter leur mission, ils ont été équipés en matériel roulant. C'est une action du ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo. Abdoulaye Koné, Traoré Zakaria pour le reportage. Ils sont au total 95 chefs Hatchans et Aké répartis sur l'ensemble du district autonome d'Abidjan. Ils ont reçu ce jeudi chacun un véhicule, une dotation en carburant et une assurance automobile, un don qui les réjouit. Les chefs coutumiers Hatchans et Aké ici présents du district autonome d'Abidjan s'engagent à prendre soin de ces véhicules et à bien les utiliser. Par ce geste, aujourd'hui, une page de l'histoire des peuples du district autonome d'Abidjan s'est écrite avec une encre de couleur du printemps, annonçant d'autres lendemains encore radieux. La loi du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels autorise ces gardiens de la tradition à participer à des conditions fixées par celle-ci à l'administration du territoire afin de renforcer la paix et la cohésion sociale. La remise de dons qui nous réunit vient consolider la collaboration et la confiance entre le district autonome d'Abidjan que j'ai l'honneur de diriger et les communautés autochtones Hatchans et Aké que vous représentez, chers chefs. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de transmettre en mon nom et au nom de la communauté Hatchans et Aké nos hommages déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Ces véhicules offerts à ces auxiliaires de l'administration ivoirienne s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La politique ne se fait pas au hasard. Ce n'est pas une somme de bavardage, ni une somme de manifestation de son propre ego. C'est s'humilier devant ses parents pour dire « je n'ai pas encore tout fait ». Même si j'ai fait, je n'ai pas encore tout fait. Et je dois toujours continuer à faire ce que je dois faire. Voici la politique. Et le président Alassane insiste toujours, pendant le Conseil des ministres, il nous demande d'être des gens humbles, qui savent écouter les populations et qui savent détecter ceux dont les populations ont le plus besoin. Que Dieu bénisse tout ce qui vous a été donné. Arrivez au village, appelez les chefs religieux musulmans, catholiques, méthodistes, haristes, ils vont prier dessus pour que vous utilisez bien ces véhicules pour servir les différents villages. Le ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo a été fait chef traditionnel. Il a annoncé la construction d'un siège pour la chefferie Hatchan et Aké à Akandje, dans la commune de Bingerville.
Ils ont aussi reçu des véhicules pour mieux accomplir leurs tâches. Le corps préfectoral et la police nationale ont été équipés en matériel roulant par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ces deux entités ont reçu au total 109 véhicules. Et bien pour le ministre Vagondo Diomondé, ce geste va renforcer davantage la proximité avec les administrés. Walter Amadou Ouattara. École de police d'Abidjan. Ces 109 véhicules neufs sont destinés au corps préfectoral et à la police nationale. Ils arrivent à point nommé selon le directeur général adjoint de la police nationale qui fait le lien avec une récente mission de terrain révélant que plus de 30% des engins de sa structure n'étaient pas fonctionnels. Au nom de monsieur le directeur général de la police nationale, des mots de gratitude à l'endroit du chef de l'État pour les efforts consentis au profit des forces de police dans l'accomplissement de leur mission chaque jour. L'État met 11 véhicules à la disposition des préfets et sous-préfets. Ce sont 536 véhicules qui ont été mis à la disposition des autorités préfectorales à travers le pays. Cet effort colossal témoigne de la volonté du gouvernement de doter l'administration territoriale des outils nécessaires pour mieux servir les populations et garantir une présence effective de l'État dans toutes les localités. Gratitude des bénéficiaires par la voix du préfet de Jacquesville qui s'engage pour une meilleure utilisation de ces véhicules de service. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomondé, souligne que cette action est possible grâce à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui attache du prix à la quiétude de l'ensemble des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, tous les axes sont fréquentés du matin au soir. C'est le fruit de ce sentiment de sécurité que vous avez réussi à implanter dans le cœur de chaque Ivoirien. Les moyens de travail doivent en permanence être renforcés. Sachez, chers collaborateurs, que des occasions comme celle d'aujourd'hui seront répétées avec la bienveillante volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République. Cette remise de véhicules s'inscrit dans le cadre du renforcement du climat de paix en Côte d'Ivoire. Là, on s'intéresse à une autre action, la Cour de cassation, dont le siège est situé à Cocody. Yua Kofi, le président de cette institution, a présenté à la presse les acquis de la juridiction. L'excellence est le maître mot. Les agents dévoués à la tâche et admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été honorés pour services rendus à la nation. Julien Gogo, Abou Sanogo, pour le reportage. Remise de clés de véhicule. Hommage aux personnes admises à faire valoir le droit à la retraite. Yua Kofi, président de la Cour de cassation, l'institution la plus élevée du système judiciaire de Côte d'Ivoire, présente les acquis. Je m'étais engagé à œuvrer pour donner à la Cour de cassation les moyens nécessaires pour accomplir efficacement sa mission. Notre juridiction rend beaucoup de décisions. La dotation des membres de la Cour de cassation en véhicule participe de notre volonté de permettre à chaque acteur d'être dans les meilleures conditions pour exécuter efficacement ses tâches. Plus outillé pour exercer avec célérité au profit des justiciables, le personnel s'y réjouit de ses acquis. Dès votre arrivée, vous vous êtes engagé à rehausser l'image de la Cour de cassation et doter de véhicules de fonction tous les présidents de chambre, les conseillers techniques, et récemment, Madame le greffier en chef et les directeurs. Nous sommes confiants que nous pourrons relever les défis à vos côtés grâce à votre bonne volonté. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur nous. La Cour de cassation comprend 28 magistrats et 255 personnels administratifs. Nommés en octobre 2023 par décret du président de la République, Yua Kofi en est son premier président. Voilà, on part maintenant pour la capitale politique ivoirienne où le travail a repris à la Chambre haute du Parlement ivoirien juste après l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a reçu ses collaborateurs et ses pairs sénateurs sur place donc à Yamoussoukro. L'excellence est en ligne de mire dans toutes les actions cette année. C'est ce que nous rapportent Fatou Fofana, Lamine Dramé, Michel Kwame. Le Sénat de Côte d'Ivoire entame une nouvelle session, la première session ordinaire pour cette année 2025.
Si l'année 2024 a vu l'adoption de 26 projets de loi, 2025 ne s'annonce pas moins chargé. Le personnel du Sénat se dit conscient des défis à venir. Vous trouverez en chacun de nous, Excellence Madame la Présidente, des collaborateurs fiers et prêts à redoubler d'ardeur au travail, afin que le Sénat de la République de Côte d'Ivoire demeure toujours au service des braves populations ivoiriennes. Portés par leur engagement, les sénatrices et sénateurs entendent rester mobilisés en cette année électorale et renouvellent leur engagement pour le rayonnement du Sénat, aussi bien en Côte d'Ivoire que sur la scène internationale. Les sénateurs dans leur ensemble voudraient vous témoigner leur légitime fierté pour les actions d'envergure entreprises tout au long de l'année écoulée qui permettent à notre Chambre d'acquérir une renommée qui dépasse désormais les frontières de notre pays et de notre continent. Il n'est donc pas surprenant que vos homologues aient décidé de manière unanime de vous élire à la tête de la nouvelle association des Sénats d'Afrique et de faire de Yamoussoukro le siège de la dite association. Pour l'année 2025, la présidente du Sénat, Kandia Camara, met en avant le développement de la diplomatie parlementaire. C'est le lieu pour moi de réitérer toute ma reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour la confiance placée en nous et en notre jeune institution qui constitue une source de motivation intarissable pour chacun et chacune de nous. L'année 2024 a été l'occasion pour nous de gagner davantage la confiance de nos concitoyens. L'année 2025 est placée sous le sceau de la consolidation de l'ensemble de nos acquis. Nous accorderons une attention toute particulière au développement de notre diplomatie parlementaire. Ces défis qui s'annoncent tout autant, sinon plus importants encore que ceux des années précédentes, nous invitent à redoubler d'ardeur, d'assiduité et de détermination pour maintenir le cap de l'excellence. Le Sénat de Côte d'Ivoire va organiser dans les prochains mois le deuxième forum avec les collectivités territoriales. Il participera également aux travaux de la conférence annuelle du Parlement panafricain et à ceux du Parlement de la CEDEAO. Et avant tout, ces rendez-vous, intéressons-nous à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui dévoile aussi sa vision et ses actions pour 2025. L'institution entend intensifier la lutte contre la corruption. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Zoro Epiphane Balo, veut renforcer ses actions pour une gouvernance plus transparente et efficace. Brouillapo, Marie-Chantal Akanda, Ami Sangari. La Côte d'Ivoire progresse dans la lutte contre la corruption. Selon le dernier indice de perception de la corruption, le pays occupe désormais la 87e place sur 180. Un bond de 49 places depuis 2013. Un progrès qui s'accompagne d'un taux de réalisation de 64,7% du plan de travail annuel en 2024. Ces résultats permettent à notre pays de maintenir son score au vert. C'est plusieurs millions de dollars, plusieurs milliards de francs CFA qui sont mobilisés pour faire des hôpitaux, pour faire des écoles, pour faire des ponts, pour apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Ces performances remarquables ont été réalisées grâce à la volonté politique, une volonté politique affichée par le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Lors du bilan annuel de l'institution, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, a également présenté les objectifs pour 2025. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment de capitaux feront l'objet d'une attention particulière. Pour rappel, l'institution mise en place par le gouvernement ivoirien est chargée de la prévention et de la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et les infractions assimilées.
Et l'intelligence économique est aussi d'actualité en Côte d'Ivoire. Bloomfield Intelligence mène des actions. Ses missions sont claires, évaluer les risques des crédits et autres opportunités des entreprises. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Ralil Konaté, soutient cet outil d'analyse de risques. Juliette Ouya, Ami Sangari pour le reportage. L'intelligence économique, un outil pour renforcer la compétitivité des entreprises. C'est l'ensemble des données qualitatives et quantitatives qui permettent de prendre une décision. Pour orienter les opérateurs économiques dans leurs décisions, Bloomfield Investment Corporation, première agence de notation agréée au sein du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, crée Bloomfield Intelligence. Il s'agit de sa filiale d'analyse de risques économiques et environnementaux. Le Bloomfield Forecast, qui est un outil de prévision économique, risque sectoriel qui établissent la cartographie du risque d'investissement dans un secteur d'activité, donc mettre en relief les forces et les faiblesses. C'est une analyse micro qui est suivie ensuite par les rapports des risques pays qui sont une analyse macro qui justement englobe toutes ces analyses sectorielles. Nous avons Tigran, qui est un outil d'évaluation des risques de partie utilisé par les banques. Le projet Bloomfield Intelligence est soutenu par le gouvernement ivoirien. C'est une solution africaine adaptée à l'Afrique pour contextualiser certains indicateurs, effectivement, qui sont parlants à Washington, mais qui ne le sont pas ici en Côte d'Ivoire. Merci pour ce travail. Merci de nous ramener en Afrique avec les yeux d'Africains pour lire les données, les interpréter et booster l'action donc des politiques de l'État au profit des populations. Créé en 2013, Bloomfield Intelligence intervient dans 20 pays africains, 3 européens et également en Asie. Les acteurs de la filière cajou passent aussi en revue le secteur. Après 10 années d'exercice, les comités régionaux et départementaux de veille se sont retirés à Yamoussoukro pour faire le point, se projeter, faire l'évaluation de la commercialisation. Leur objectif est d'améliorer le dispositif de suivi. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, vient de lancer la 2e édition de la Semaine nationale de la presse. C'est un événement qui vise à contribuer à l'éducation du public aux médias et à l'information. Le ministre Amadou Coulibaly exhorte la jeunesse ivoirienne à s'approprier la bonne utilisation du numérique. Walter Amadou Ouattara. La salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture de Treichville est choisie pour abriter la 2e édition de la Semaine nationale de la presse. À travers l'événement, l'ANP, Autorité nationale de la presse, sensibilise le grand public pour une meilleure appropriation des bonnes pratiques par l'éducation aux médias et à l'information. L'ANP vise à instaurer pendant une semaine un cadre de rencontre, un espace d'échange et de partage entre les acteurs de l'écosystème médiatique national, ceux qui produisent l'information et l'ensemble des citoyens avec une forte orientation jeune. La conférence de lancement portant sur le thème « Information, désinformation, manipulation », quelle contribution de l'école ivoirienne à la formation de l'esprit critique du citoyen. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un défi vraiment historique. L'information qui devrait être un moteur de progrès est devenue une arme à double tranchant. Mésinformation, désinformation, malinformation gangrènent nos sociétés fragiles, sapent la confiance, détruisent la confiance, la cohésion et paralysent la pensée critique. Si nous ne réagissons pas, nous subirons l'histoire. Ouvrant officiellement cette semaine nationale de la presse, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, exhorte la jeunesse ivoirienne à être responsable dans l'utilisation des réseaux sociaux et de l'information en ligne. S'il est donc vrai que nous devons réfléchir aux moyens de bâtir un écosystème médiatique durable, éthique, où l'objectivité est au cœur des pratiques, nous devons aussi inviter nos concitoyens à pratiquer le doute légitime et à avoir un esprit critique lorsqu'ils consomment des produits de la presse ou alors des médias sociaux. Une caravane va sillonner des établissements du pays dans le but de susciter la création de clubs de presse.
On s'intéresse à un autre sujet, c'est un type de dépression dont vous n'avez pas certainement idée. Il y a de la joie à donner naissance à un bébé, mais pour certaines femmes, la maternité est bien différente. Derrière le sourire de quelques jeunes mamans se cachent parfois des souffrances intenses, un sentiment d'échec et une tristesse qui porte un seul nom, la dépression postpartum. Une maladie méconnue, elle touche environ une femme sur 5 après l'accouchement. Alors que proposent les psychologues pour y remédier? Sidonie Davila, Michel Digré nous répondent. Le bonheur d'être mère est souvent présenté comme une évidence. Pourtant, pour certaines femmes, cette joie est assombrie. Insomnie, perte d'appétit, anxiété, crise d'angoisse, autant de signes qui viennent ternir la joie d'accueillir ce petit être cher et tant désiré. Yolande, mariée et mère de 3 enfants, a dû faire face à cette réalité. En 2010, le plaisir intense qu'elle ressentait à l'idée d'accueillir sa fille s'est transformé en un gouffre invisible. Il m'arrivait souvent de rentrer dans la chambre, de pleurer pour rien. Je prenais l'enfant, mais l'amour qu'une mère donne à un enfant, je ne le sentais pas de lui donner cet amour-là. À 1 mois, je l'ai tressé. Je l'ai tressé, je ne sais pas pourquoi je l'ai tressé, mais je l'ai tressé. J'avais perdu cette estime de soi, j'étais vide, en fait. C'est finalement après un tour chez son médecin que cette maman est diagnostiquée d'une dépression postpartum. Et à 1 mois et demi, quand je devais aller en consultation postnatale, j'ai expliqué au médecin. Il m'a dit, zut, il fallait venir un peu plus tôt. Mais Dieu merci, c'est pas tard. Je vais te mettre sous antidépresseur parce que là, tu es en train de faire une dépression. Et c'est comme ça que j'apprends que je fais une dépression postpartum. Et moi, maintenant, je commence à faire des recherches là-dessus. La dépression postnatale touche entre 15 et 20% des nouvelles mères. Pourtant, ce trouble reste méconnu et entouré de tabous. Pour en savoir davantage sur cette pathologie, nous rencontrons un psychologue. Il faut faire la différence entre le baby blue et la dépression postpartum. Le baby blue, il faut dire que 50 à 80% des femmes sont susceptibles de faire un baby blue. C'est quand même normal. Et la différence se situe au niveau de l'intensité et de la durée. Le baby blue, c'est une déprime qui ne dépasse pas 1 semaine. Par contre, la dépression, elle est d'une intensité élevée et elle dure plus d'1 semaine, voire des mois. Par méconnaissance de cette maladie, de nombreuses jeunes mères sombrent dans le désespoir, allant parfois jusqu'à commettre l'irréparable, alors qu'il suffisait juste d'un accompagnement psychologique approprié. Soit un psychologue si la personne n'est pas en hyperagitation. Si la personne est hyperagitée, il faut l'adresser directement au psychiatre. Parce qu'à un certain niveau, je parlais d'intensité, quand l'intensité, il faut pouvoir produire des médicaments, lui prescrire des médicaments. Et le psychiatre, étant médecin, est à même de lui prescrire des médicaments. Pour Dr Anné, prévenir la dépression postnatale passe notamment par le fait de s'entourer de proches afin de bénéficier de leur soutien après l'accouchement. C'est le cas de Yolande. Elle a su surmonter cette épreuve grâce au soutien infaillible de son époux. Il fallait aussi que je montre un autre visage, un autre aspect d'un parent, d'un père qui est heureux de voir non seulement sa femme, son enfant venir à la maison et puis de l'accompagner dans cette situation. Il s'occupait vraiment bien de la petite. Il était toujours là en tout cas. Il était là. La dépression postpartum est une maladie qui peut être traitée efficacement. Même si elle en garde encore des séquelles, Yolande est déterminée à avancer et à profiter pleinement de ses enfants, de sa famille. Pour elle, briser le silence et lever le tabou peut aider d'autres femmes, dans son cas, à mieux gérer cet état de dépression
postnatale. Il y a de la joie à donner la naissance à un bébé. C'était un reportage de Sidonie Davila. Il faut donc briser le silence pour être guéri. C'est sa première réaction depuis le début de l'offensive menée par les rebelles du M23, soutenus par les forces rwandaises à Goma. Le président congolais Félix Tshisekedi promet une riposte vigoureuse pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Il a aussi décrié l'inaction de la communauté internationale. Un appel entendu, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est arrivé aujourd'hui même à Kigali après une première étape en RDC pour discuter avec le président Paul Kagame. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali et Marine Okonian pour le grand journal. Mais déjà à 13h, retrouvez Hamza Diaby. Moi, je vous dis à très bientôt. Que la paix règne partout.